Bon, les loustiques, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial que je vous ai préparé, car on va parler d'une affaire sordide et mystérieuse qui s'est passée aux États-Unis. Et ça, c'est parce que vous le méritez. À l'heure où je tourne, on est 79 abonnés, et comme d'habitude, un grand merci à tous de contribuer au développement de la chaîne du Joker. Je suis persuadé qu'on va ensemble créer la meilleure communauté qui existe sur YouTube. Et oui, j'ai des rêves un peu fous, mais j'assume. Alors, trêve de banalité, je veux tout de suite vous plonger dans le destin tragique de la famille Soder. Partie 1, la disparition des enfants Soder. Notre histoire se passe en 1945, à Fayetteville, en Virginie-Occidentale. Une grande communauté italienne est présente dans la ville et tout le monde se connaît, on peut même dire qu'il y a une grande solidarité et il y fait plutôt bon vivre. Donc je vous présente George et Jenny Soder qui vivent dans cette petite ville avec 9 de leurs enfants. Et oui, à l'époque, la contraception n'était pas trop à la mode. George, qui est le père de cette famille, a une compagnie de transport routier, donc la famille n'a aucun problème d'argent. Ils sont même plutôt riches et les enfants sont scolarisés, la famille est plutôt bien intégrée à la communauté, en fait tout va pour le mieux pour cette famille. Et à première vue, on pourrait se dire que la famille elle va avoir une vie heureuse dans cette petite ville des États-Unis, et pourtant. Le soir de Noël. Nous sommes le 24 décembre 1945 et le couple Soder fête le réveillon avec ses 9 enfants. Ils font un bon repas et quelques jeux de société et finalement les parents vont se coucher parce que oui, les Soder travaillent dur car ils ont aussi une ferme qu'ils exploitent quotidiennement, donc le soir ça traîne pas, ça va vite au lit. Vers minuit et demi, le téléphone sonne et Jenny se lève donc pour laisser dormir son mari et va répondre. Elle décroche et une voix de femme qu'elle ne connaît pas demande à parler à une personne précise. Alors Jenny à ce moment-là elle affirme ne pas se remémorer du nom, mais ce dont elle est certaine, c'est que c'était un prénom qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc elle dit à la femme qu'elle s'est trompée certainement de numéro, et bizarrement, la femme se met à éclater d'un rire sadique et raccroche. Alors là, vous vous dites que Jenny, elle va pas dormir de la nuit, et après avoir vécu ça, mais non, en fait, elle va tranquillement aller retourner se coucher. Alors certainement qu'à l'époque, on s'inquiétait un peu moins, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc peut-être qu'après avoir vécu une guerre, on n'a pas peur d'un canular téléphonique la veille de Noël, mais personnellement, c'est pour ne pas avoir ce genre d'appel que je suis toujours en mode avion la nuit. Et on passe à la suite. Vers 1h du matin, alors que Jenny n'est pas vraiment encore endormie, elle entend un gros bruit d'un objet qui tombe sur le toit et qui roule. Et pour que ça la tire de son sommeil, ça devait vraiment être quelque chose de bruyant. Elle tente de retrouver le sommeil, mais c'est à peine 30 minutes plus tard qu'elle commence à sentir de la fumée. Alors Jenny se lève et ne met pas longtemps à découvrir d'où vient le problème. En fait, le bureau de son mari, où passent les câbles électriques notamment de la maison, est entièrement en feu. À ce moment-là, Jenny, elle court, elle se précipite pour réveiller son mari qui dort avec elle au premier étage. Elle lui explique ce qui se passe et le père fonce réveiller les 4 enfants qui sont avec eux au premier étage, tout en criant le nom des autres enfants qui sont au second étage. Alors moi je vous l'ai dit, ils sont riches, ils ont une grande maison comme vous pouvez le comprendre, avec plusieurs étages. Donc je reprends, on est dans la panique la plus totale, car non seulement la maison est en feu, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était beaucoup des maisons en bois, et celle des Soder ne fait pas exception. Jenny tient donc son dernier bébé qu'elle a eu dans les bras, pendant que George, le père, accompagne très vite les 3 autres enfants qui étaient au premier étage en dehors de la maison. Alors le temps d'accompagner les 4 premiers enfants dehors, George se retourne et voit sa maison gorgée de flammes. Il est presque impossible du coup de s'aventurer à nouveau dans la maison tellement le feu recouvre la maison. Ne pouvant plus entrer du coup dans la maison et surtout dans une panique la plus totale, la famille hurle pour réveiller les 5 autres enfants qui sont au deuxième étage. Ils jettent des cailloux dans les vitres mais bizarrement aucune réaction. Ils n'étaient même pas tous dans la même chambre, donc c'est autant plus étrange qu'il n'y en a aucun qui répond et qui se fasse réveiller par les bruits qu'ils font aux fenêtres ou même par le feu et la fumée qui remplit la maison. George fonce alors dans son atelier pour attraper son échelle et faire sortir ses enfants par la fenêtre, mais quand il y arrive, pas d'échelle, elle a disparu. Elle sera retrouvée quelques jours plus tard dans un fossé et c'est important de le noter pour la suite. George, il va alors dans son garage, il va démarrer son véhicule pour le déplacer au bord du garage du coup, monter sur le véhicule, monter sur le garage et monter comme il peut sur la toiture et essayer de rentrer par une fenêtre du deuxième étage. Et même si cela avait très peu de chances de marcher, l'amour que porte George pour ses enfants, il est trop fort pour que George reste là sans rien faire. Sauf que, en tournant la clé de son propre véhicule, il ne se passe rien. Encore une fois, la malchance s'accumule pour la famille Soder, laissant George, sa femme et ses 4 enfants assister au désastre devant eux. Marion, une des filles des Soder, âgée de 17 ans, va elle courir pour aller alerter les pompiers parce que oui, on est en 1945, donc pas de téléphone portable. Pas le choix du coup d'aller chez les voisins qui se trouvent à plusieurs centaines de mètres de la maison des Soder parce que oui, je le rappelle,
on est en campagne américaine, c'est-à-dire que chaque maison est presque isolée des autres. Elle arrive donc chez le voisin quelques minutes plus tard, qui prend immédiatement le téléphone pour contacter les pompiers. Mais vous allez voir, tout va pas se passer comme prévu. Mais personne ne répond au téléphone. Et pendant ce temps-là, petit à petit, les voisins, ils voient le feu de la maison des Söder et ils se rejoignent et s'accumulent près de la maison des Söder. Tout le monde veut savoir ce qui se passe et surtout comment cette maison a pu prendre feu. Et quand le voisin arrive enfin à voir les pompiers de garde au téléphone, il ne va pas du tout croire ce qu'il va entendre. Le pompier au téléphone, il répond que seul leur chef a le droit de conduire le camion de pompiers, donc ils ne peuvent pas du tout venir pour l'instant. Et oui, vous avez bien entendu, les pompiers n'ont pas le droit de conduire le camion de pompiers en Virginie occidentale. Alors c'était certainement les règles de l'époque, maintenant ça doit certainement plus être comme ça, mais c'est franchement incroyable d'avoir ce genre de réponse au téléphone. Donc les pompiers vont joindre leur chef, un monsieur qui est a priori très motivé puisqu'il lui faudra plus de 3 heures pour arriver à la caserne et qu'au final, alors qu'ils ont été appelés vers 1h45 du matin, les pompiers vont arriver sur place à seulement 8h du matin chez les Söder. Pour vous donner une idée du niveau d'incompétence, la caserne elle se situait à peine 4 km de la maison des Söder et même si les pompiers qui n'ont pas le droit de conduire avaient décidé de pousser le camion jusqu'à la maison, ils seraient arrivés bien avant. Partie 3. Au matin de Noël. La maison en bois des Söder s'est effondrée après tout juste 45 minutes d'incendie. Donc vous pensez bien qu'après 7 heures, il ne reste plus que des cendres et des décombres. Nous sommes donc le 25 décembre et les pompiers et policiers qui sont là préféraient visiblement rentrer manger de la dinde pour Noël. Ils ont juste fait un petit tour des décombres. Ils ont retrouvé ni corps calciné, ni le moindre ossement, ce qui est assez étrange vu que normalement il restait quand même 5 enfants dans la maison, et puis c'est tout. Ils sont partis tranquillement rentrer chez eux. Et personne n'a l'air choqué par l'absence de corps alors que la famille Söder persiste. Il y avait 5 autres enfants dans la maison qui étaient censés dormir là. Les pompiers, eux, font leur récap en disant que c'est un problème certainement électrique qui a déclenché le feu, sans vraiment fournir plus de précision, et vous allez voir que c'est assez louche par la suite. Bref, l'affaire elle est complètement bâclée et la tragédie des Söder n'a l'air d'intéresser personne. Je parle bien des officiers de police et des pompiers bien sûr, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient autour de la maison pour voir ce qui se passait et voulaient simplement en savoir plus par curiosité. C'est 4 jours plus tard, sans même que la police soit revenue sur place, qu'on délivre au couple Söder des certificats de décès pour leurs 5 enfants. Alors devant tant d'incompétence, la famille décide de prendre les choses en main et ne lâchera rien jusqu'à ce qu'elle trouve des réponses. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Partie 4, George Söder. À ce point du récit, il faut que je vous parle un peu de George, du coup le père de la famille Söder. Nous sommes en 1945, donc Benito Mussolini, qui a été le dictateur de l'Italie de 1922 à 1943, il a encore pas mal de partisans parmi les Italiens dans le monde entier. Et aussi, en Virginie occidentale, il n'y a pas d'exception. George et sa famille, eux qui ont quitté l'Italie pour fuir la dictature de Mussolini, et donc dans une communauté italienne, encore très fan du dictateur, ça se passe pas toujours très bien. Et de ce fait, la famille, sans être rejetée, est quand même un peu mis à l'écart par la communauté italienne locale. Surtout que George, on va dire c'est quelqu'un qui est pas timide. Il n'a pas sa langue dans sa poche et critique presque ouvertement à chaque fois l'ancien dictateur dès que l'occasion se présente. Et cela lui vaut généralement quelques reproches dans cette petite ville. Partie 5, des suspects à la pelle. Il se trouve que très étrangement, à peine quelques jours avant l'incendie, un vendeur d'assurance était venu voir la famille Söder pour leur vendre une assurance habitation, notamment pour les couvrir contre les incendies. Alors je sais pas vous, mais moi je trouverais ça quand même un peu gros comme coïncidence que ma maison brûle juste après avoir refusé un contrat d'assurance habitation. George a raconté à l'époque qu'avec l'assureur, ils ont échangé pas mal de mots d'oiseaux et l'assureur a tellement voulu forcer George à prendre son assurance que les deux ont fini par se hurler dessus. Et ce fameux vendeur d'assurance, lui il était membre de cette communauté italienne. Et lorsqu'il s'énerve après le couple, il leur dit qu'il n'aurait pas dû critiquer Mussolini, qu'il le paiera et que sa maison va brûler et ses enfants vont disparaître. Alors en gros, pour être clair, le gars est venu avouer le crime avant qu'il ne soit commis, et donc à ce point-là de l'enquête, sans être Sherlock Holmes, la police elle devrait quand même convoquer ce monsieur pour lui poser quelques questions. Mais non, en fait on verra que cet homme ne sera jamais interrogé ni même inquiété pour ses déclarations. Et ça n'est pas fini, parce que nous avons une seconde visite étrange qui est passée voir George quelques mois auparavant l'incendie. Un homme sans emploi lui est rendu visite, lui disant que s'il avait de l'argent, il pourrait en fait l'embaucher pour faire des travaux sur sa propriété. Mais notre George c'est quelqu'un d'assez manuel, il fait ça lui-même, et donc il lui dit qu'il n'avait pas tout simplement besoin de lui, donc ils font le tour de la propriété ensemble, et avant de partir, l'homme lui montre la boîte à fusibles qui est à l'extérieur de la maison, et lui dit faites quand même attention parce qu'un jour ça pourrait prendre feu. George était un peu surpris de la réflexion parce que cette boîte elle était toute neuve, il venait juste de l'installer, donc elle était aussi sûre que ça pouvait l'être à l'époque, surtout que son installation complète elle a été vérifiée par un électricien professionnel. Et sur le coup George il n'avait pas été choqué
plus que ça de la réflexion, mais avec les événements récents, vous avouerez qu'il n'aurait pas été étrange que la police elle s'intéresse aussi à cet homme, ou du moins à l'électricien qui a contrôlé la boîte à fusibles. Mais encore une fois, rien. Eux non plus ne seront jamais interrogés durant toute l'enquête. Alors j'ai fait les recherches, j'ai essayé de trouver le taux de réussite de la police de Fayetteville à cette époque, mais bon, sans être un spécialiste en criminologie, on peut penser qu'il n'était pas fameux du tout. Pourtant ça paraît simplement de la logique. Si vous avez deux personnes qui visitent la future cible d'un crime, qui menacent la victime en décrivant ce qui va arriver, et que même là vous vous dites que c'est pas suspect, peut-être qu'il serait bon pour vous, pour votre communauté, que vous vous lanciez dans une autre carrière. Alors partie 6, les incohérences de l'histoire Soder. Chez les Soder, chaque enfant a une tâche précise avant de se coucher. Et ce soir-là, ils avaient la permission de veiller plus tard. Donc c'était à eux de verrouiller la porte, de fermer les volets et d'éteindre les lumières. Et vous vous souvenez que Jenny, elle se levait dans la nuit pour répondre au téléphone avec la voix bizarre de cette dame qui demandait quelqu'un. Et bien en se levant, elle trouve toutes les lumières du rez-de-chaussée allumées, les rideaux ouverts et la porte n'était pas verrouillée. Ce qui n'arrive jamais, mais bon, c'est Noël, donc Jenny, pour elle, elle a décidé de ne rien dire et de le faire elle-même. On peut donc logiquement se demander si les enfants ils étaient vraiment dans le lit à ce moment-là ou s'ils étaient tout bonnement sortis pour je ne sais quelle raison. Ensuite, il y a un détail qui est assez troublant. Lorsque Jenny s'est réveillée quand elle a été alertée par l'odeur de fumée, son premier réflexe pour voir ce qui se passe dans la maison, ça a été d'allumer toutes les lumières. Et il se trouve que toutes les lumières de la maison marchaient parfaitement bien à ce moment-là. Et je vous le rappelle, les pompiers ils avaient conclu que c'était la boîte à fusibles qui avait pris feu. Aucun circuit électrique n'aurait dû fonctionner dans la maison et pourtant au cours de leur déposition, la famille se souviendra même que les décorations de Noël étaient encore allumées alors qu'ils avaient déjà quitté la maison. Et encore pire, lorsqu'un technicien du téléphone est venu sur les lieux, il s'est aperçu que la ligne des Soder était en dérangement. C'est-à-dire qu'en cherchant un peu, il a trouvé que leur ligne téléphonique avait été sectionnée. Elle n'avait pas été fondue dans l'incendie, mais elle était sectionnée en haut du poteau. Donc, soit une paire de cisailles est arrivée là-haut par magie, soit quelqu'un avait pris la peine d'escalader le poteau afin de sectionner lui-même le câble. Comme pour être sûr qu'il ne pourrait jamais joindre personne malgré l'incendie. Et de plus, cette personne l'a forcément fait juste après l'appel reçu par Jenny, donc en plein milieu de la nuit. Partie 7, l'expert en incendie. George et Jenny, ils ont malgré leur chagrin repris le cours de leur vie comme ils pouvaient avec leurs 4 enfants restants. Mais cet incendie leur semble vraiment très étrange et vivent constamment dans la peur qu'un nouvel incident subvienne. Et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, il y a quelque chose de louche là-dedans. Les parents vont donc aller consulter un expert des incendies pour avoir son avis sur le feu et sur le fait que les corps de ses enfants aient entièrement disparu. Et vu le nombre d'incohérences et de faits étranges autour de cette affaire, je pense que n'importe qui aurait fait la même chose, surtout face à l'incroyable incompétence des services de police. On peut presque même rajouter les pompiers. Le spécialiste leur dit qu'il faudrait au moins 3 heures à 1000 degrés afin qu'il y ait une chance pour que les os puissent être vraiment calcinés et qu'on ne retrouve rien. Mais les Soder le savent bien. Ils étaient là et au bout de 45 minutes, la maison s'est effondrée et au bout d'1 heure et demie, l'incendie était déjà mourant. Il est donc absolument impossible qu'on ne retrouve aucun reste humain dans les décombres. S'il y avait 5 enfants dans la maison, ils auraient forcément dû retrouver quelque chose. Et sur un tel incendie, on aurait même dû retrouver le corps avec la chair calcinée en plus des os. Vraiment dans cette histoire, rien ne va. Le spécialiste conclut donc que les enfants ne pouvaient pas être dans la maison au moment de l'incendie. C'est clairement impossible. Du coup, George va harceler le chef de la police pour qu'il revienne fouiller les décombres et au bout d'un moment, celui-ci dit que finalement, il avait retrouvé un organe humain et des os mais qu'il n'a rien dit et qu'il les a mis dans une boîte et les a enterrés dans les décombres. Bon, mis à part qu'aujourd'hui, cet homme sera en prison pour entrave à la justice, vous ne trouvez pas ça bizarre que le type trouve une preuve dans ce qui peut être une enquête criminelle mais qu'il le met dans une petite boîte et l'enterre? Sérieusement, on est où là? Et ça deviendra de plus en plus glauque ensuite. George doit en avoir le cœur net et il va absolument savoir si ses enfants ont brûlé avec la maison. Il va alors fouiller les décombres jusqu'à retrouver la boîte. Et il finira par mettre la main dessus. Il fait ensuite effectuer des tests sur les restes retrouvés. On y retrouve un cœur, mais le problème c'est que c'est un cœur de bœuf. Ce qui est étrange car à l'intérieur de la maison, il n'y avait pas de vache quoi. Et ensuite les ossements, ils sont bien humains mais ne correspondent pas du tout aux âges des enfants disparus. Plus problématique encore, ces os ne sont pas du tout brûlés. Ils n'ont jamais été dans un incendie. Donc là, on vient de passer de la dissimulation de preuves à la création de fausses preuves par le chef de la police. Vraiment le genre de type en qui on peut absolument pas avoir confiance. Partie 8, le couple Soder prend l'enquête en main. Alors vous vous en doutez, le couple n'est pas vraiment satisfait de la police et des pompiers locaux. On rappelle que 2 hommes lui ont fait des menaces plus ou moins directes
que son téléphone a été saboté et qu'il est maintenant évident que la cause de l'incendie n'est pas électrique et que les enfants n'étaient pas dans la maison. Et si on ajoute à ça le chef de la police qui ment et falsifie des preuves, on peut comprendre qu'ils pensaient pouvoir faire mieux en s'occupant eux-mêmes de cette affaire. Alors personnellement, je crois qu'on peut les comprendre. Il est évident que la police locale et les pompiers ne risquaient pas de retrouver leurs enfants, ou bien tout simplement ne voulaient même pas les retrouver. Tout d'abord, George a l'idée de contacter le FBI. Il envoie plusieurs lettres en leur demandant leur aide dans l'enquête. Et le FBI lui répond que c'est effectivement une affaire qui pourrait les intéresser, mais qu'il doit passer par la voie hiérarchique. Et malheureusement, George doit contacter la police de Fayetteville qui doit faire une demande d'aide au FBI pour qu'il puisse intervenir. Donc vous vous en doutez, ça va craindre un petit peu pour George, parce qu'il va aller voir le chef de la police pour obtenir de lui qu'il fasse la demande. Et devinez quoi, le chef de la police, il répond qu'il n'a aucune raison de faire intervenir le FBI et que l'enquête a été très bien menée et qu'elle est clos. Oui, on parle bien de l'enquête avec les fausses preuves et du coup ne veut pas faire venir le FBI dans cette ville car c'est inutile pour lui. Alors pour nous qui avons du recul, la raison de son refus, elle est assez évidente. Je pense que ce cas peut être raconté dans les académies de police pour montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire sur une enquête. Mais même à l'époque, ça paraîtrait plutôt louche selon moi. Donc là, les époux Soder, ils décident de faire des affiches, de diffuser des photos et ils font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir des informations qui pourraient leur permettre de retrouver leur enfant. Après tout, s'ils ont été enlevés, ils sont peut-être en vie et quelqu'un a pu les apercevoir. Et c'est ainsi que le village et même dans ses alentours, l'affaire commence à faire du bruit et à passionner les gens. Et à la suite de cette campagne, le couple va recueillir de nombreux témoignages. Partie 9, les témoins. Une voisine du couple qui était réveillée le soir du réveillon va affirmer avoir vu une voiture passer à toute vitesse sur la route ce soir-là. Et la voiture semblait visiblement venir de la maison des Soder. Alors je le rappelle à nouveau, mais ils vivent au milieu de la campagne en Virginie occidentale, donc il n'y a presque aucune maison dans cette direction. Elle dit ne pas en être totalement certaine, mais elle pense qu'à l'intérieur de la voiture, il y avait des enfants. Et un peu plus tard, il y a un second témoin qui se manifeste, et ce témoignage va être encore plus précis. Une serveuse de Charleston, environ 100 km de Fayetteville, affirme avoir vu le 25 décembre 5 enfants prendre un déjeuner dans le restaurant où elle travaille. Ils étaient accompagnés de 2 hommes et de 2 femmes qui parlaient très bien italien. Elle indique même qu'elle a voulu discuter avec les enfants, mais qu'un des hommes leur a parlé en italien et les enfants ont tout de suite arrêté de parler. Visiblement, l'ambiance n'était pas détendue. Voilà donc encore des informations qui accréditent la thèse de l'incendie criminel, mais toujours rien de la part de la police locale qui ne compte pas du tout ouvrir à nouveau l'enquête. En ce qui les concerne, tout est réglé. Partie 10, place au détective privé. La famille Soder va donc engager un détective privé et le détective va découvrir une chose plutôt troublante. Plusieurs réunions communautaires ont été faites à Fayetteville pour décider si une enquête plus approfondie doit être faite sur l'incendie chez la famille Soder. Réunions qui étaient principalement tenues au sein de la communauté italienne et sans surprise, à chacune d'entre elles, le vote était négatif et l'enquête refusée. Et donc clairement, vous avez bien entendu, c'est des réunions communautaires, c'est le boucher, le concessionnaire, le coiffeur qui votent pour savoir si on doit faire une enquête de police ou non. Alors j'ai pas de diplôme encore une fois en droit américain, mais je suis assez sûr que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Et malheureusement pour eux, pour la famille Soder, le détective privé ne trouvera pas grand chose de plus, simplement quelques rumeurs mais qui ne donneront aucune piste solide. Partie 11. La famille Soder n'abandonnera jamais. Alors si vous pensez que ça va suffire à décourager le couple, alors vous êtes très naïf. La famille Soder va faire construire le long de la route un énorme panneau publicitaire avec des photos de leur enfant et proposant une récompense de 5 000 $. Alors ça peut paraître peu pour une famille aisée, mais en équivalent avec les devises d'aujourd'hui, ça représente environ 79 000 €, ce qui est quand même pas mal du tout. Surtout lorsqu'on sait qu'avec le temps, la récompense va doubler, on est presque sur 160 000 € à la fin de récompense. Sur ce panneau, fait de manière très intelligente, ils avaient aussi réussi à résumer toute l'histoire de cette tragédie en quelques lignes, ce qui permet à n'importe qui voyant le panneau d'avoir une idée globale de cette histoire en quelques minutes. Partie 12, 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, la famille Soder va recevoir une lettre sans adresse et quasiment vide, provenant du Kentucky. Et cette lettre ne contient en effet qu'une photo. Et en la voyant, Jenny reconnaît tout de suite son fils, Louis. Il a bien sûr beaucoup grandi, mais elle est sûre et certaine que c'est lui. Mais la famille Soder n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'en retournant la photo, il voit une inscription. Louis Soder, j'aime frère Frankie, petit garçon, A90 132 ou 35. Rien que ça. Alors je vous avoue que écrit comme ça, moi je n'y comprends rien. C'est assez bizarre et c'est pour ça que les Soder ils vont engager un nouveau détective privé qui va devoir aller au Kentucky pour tenter de retrouver leur fils. Ou si c'est pas retrouver leur fils, au moins une piste puisque visiblement il y est passé et donc le détective va séjourner quelques temps et faire des recherches. Mais encore une fois, au lieu de revenir vers les Soder avec des indices, le détective va simplement disparaître. Et attention, il s'est pas sauvé avec leur argent parce que plus personne ne reverra ce détective
où on entendra parler. Si même un professionnel disparaît comme ça, c'est que visiblement, ce n'est peut-être pas une banale histoire d'enlèvement. Étrangement, cette histoire de disparition n'a pas été résolue non plus, comme si toutes les enquêtes qui entouraient ce cas étaient étrangement et surtout volontairement sabotées. Et malgré leurs tentatives, les époux Soder n'arriveront jamais à savoir qui était ce jeune homme et si c'était bien leur fils ou simplement une très mauvaise blague. Malheureusement, George Soder va décéder en 1969 à l'âge de 74 ans et ne découvrira rien de plus sur ses enfants disparus. Jenny attendra à l'âge de 85 ans et s'éteindra en 1989 et toujours sans rien savoir de ce qui s'est passé pour ses 5 autres enfants. Après le décès des parents, les enfants qui ont grandi, les 4 enfants restants, ont modifié le panneau et il est maintenant dans un cadre de pierre et on y peut lire « Après 30 ans, il n'est pas trop tard pour enquêter ». Ils ont aussi modifié un petit peu l'organisation du panneau, il comporte toujours les photos des enfants, auxquelles ils ont ajouté la photo reçue par la poste et la description de l'histoire de la famille. Alors partie 14, les théories. Alors voici la partie la plus intéressante. Il existe bien entendu de nombreuses théories sur ce qui s'est passé et voilà les 3 que l'on retrouve le plus souvent sur internet. 1. L'incendie aurait vraiment carbonisé les ossements des enfants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Alors là, dès qu'on regarde les avis des spécialistes du feu, cette théorie ne tient pas vraiment debout. Ils sont unanimes pour dire qu'il est quasiment impossible qu'un tel incendie ait pu aussi rapidement réduire les 5 squelettes entiers en cendres. 2. Un coup de la mafia. Alors j'ai souvent trouvé la mafia sicilienne qui était citée dans cette histoire, mais ça paraît un peu étrange car il n'était pas forcément très proche de Mussolini et Mussolini lui-même a quand même déclaré que la Sicile est un paradis mais peuplé de démons. Mais il est possible quand même qu'une autre partie de la mafia italienne qui est proche de l'ancien dictateur ait pu faire le coup à la fois pour punir George pour ses opinions et puis bon il faut savoir que le trafic d'êtres humains a toujours été un marché assez lucratif pour la mafia italienne. 3. Un coup en local. C'est à peu près la même théorie que la précédente. Cependant, dans celle-ci, aucune intervention extérieure, c'est la communauté italienne locale qui aurait tout fait elle-même et encore une fois pour punir la famille Soder. Et de plus, on se rappelle qu'il s'agit d'une famille qui a de l'argent, qui est riche, et donc la jalousie a déclenché déjà plusieurs guerres, donc un enlèvement, ce serait pas forcément étonnant. Alors personne ne sait ce qui s'est vraiment passé ce soir-là et dans tous les jours qui ont suivi, mais cependant, on sait que les enfants n'ont jamais contacté leurs parents ou même plus tard leurs frères et sœurs, donc il y a fort à parier que malheureusement on s'est débarrassé d'eux ou qu'ils ont été détenus toute leur vie sans pouvoir les joindre. La seule chose qui est certaine, c'est que le malheur qui a frappé cette famille n'est absolument pas dû au hasard et qu'il est incroyable que jamais rien n'ait été fait pour ouvrir le cas de la part des autorités. Si même les forces de l'ordre complotent contre vous, alors à qui vous pouvez finalement demander de l'aide? Alors waouh, c'est la fin de cette histoire et j'espère que vous avez énormément apprécié. En tout cas, dites-le moi en lâchant votre meilleur like. Si c'est le cas, ça fera toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. En tout cas, vous de votre côté, si vous avez des cas mystérieux ou des histoires comme le triangle des Bermudes que vous voulez que j'y raconte, ou même si c'est des histoires personnelles qui vous est arrivé, mettez-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message directement sur mon adresse mail qui est dans la description. Sur ce, portez-vous bien, bisous.